J'avais envie, pour le démarrage, en fait, de revenir avec nos intervenants sur cette fameuse décision de la Cour de cassation de février 2013, du 27 février 2013, puisque ce matin, donc, on nous a présenté que c'était une décision qui était importante, et on a eu deux points de vue, pas forcément dans le même sens, mais pas forcément opposés non plus. Madame Maria nous a précisé qu'en fait, il fallait relativiser cette décision au regard du fait que c'était sous l'empire de l'ancienne loi, donc pas avec les textes liés à 2007. Et Maître Rousseau, pour sa part, a dit, certes, pour autant, c'est un signe quand même de la Cour de cassation, en ce sens que la décision a quand même été publiée, qu'elle est intervenue en 2013, que nous sommes donc largement dans l'application de la loi. Donc la première question, pour susciter éventuellement un débat entre nos deux intervenants, c'est pensez-vous que la décision a réellement posé une obligation type de sécurité dont serait débiteur le MJPM, en ce sens qu'il aurait une obligation de s'assurer du bien-être et de toute bienveillance vis-à-vis du majeur protégé, ou au contraire que la Cour de cassation rappelle et jette des limites dans la protection de la personne en y mettant des items du style le bien-être. Donc, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est des recommandations sur des concepts? Qui veut se lancer dans la réponse? Madame Maria, peut-être d'abord. Moi, ce que je peux... Alors, je ne suis pas la Cour de cassation. Je ne sais pas ce que les conseillers veulent dire, malheureusement, même en étudiant depuis de nombreuses années leurs arrêts. Ce que je peux vous dire, c'est que, et ça ne va pas vous rassurer, les conclusions de l'avocat général qui ont servi à rendre cette décision étaient hallucinantes pour moi, complètement hallucinantes. Et effectivement, il parlait d'une obligation de sécurité. Alors après, je ne sais pas du tout si les conseillers ont voulu suivre ce que l'avocat général a voulu dire, mais l'avocat général parlait d'une obligation de sécurité et donc dénaturait complètement la responsabilité civile, qui est une responsabilité pour faute, il en faisait une responsabilité pour risque. Voilà. Donc après, je ne sais pas, je pense effectivement qu'il y a eu un signe qui a voulu être donné, mais bon, on ne fait qu'interpréter sans savoir réellement... Seul l'avenir, malheureusement, pourra nous dire si elle persiste sur cette position-là, avec ces termes-là, parce que c'était des termes. Mais là, je vous rejoins, quand vous dites que ce n'est pas un arrêt d'espèce. Je ne pense pas que ce soit un arrêt d'espèce. Les termes, les hauts magistrats les choisissent soigneusement, j'imagine, et ils sont suffisamment forts. Maître Rousseau, la Cour de cassation, donc les conseillers que vous devez côtoyer quasi quotidiennement. Alors, pas quotidiennement, non, mais l'avocat général effectivement avait un avis assez contestable. Enfin, l'avocat général, c'est quelqu'un qui ne participe pas au délibéré et qui est étranger à la décision. Donc ça peut être un éclairage, mais il ne faut pas interpréter une décision au vu de l'avis de l'avocat général. Alors sur cet arrêt, pour rebondir à ce qu'a dit monsieur le juge ce matin, monsieur Bourcy, qui est intervenu en disant que la Cour de cassation, elle fait que du droit, elle ne connaît pas les faits, donc là elle a juste fait du droit, donc détaché des faits. Non, la Cour de cassation, c'est le juge du droit, mais ce n'est pas du droit qui flotte comme ça, sans considération. La Cour de cassation juge des affaires, et là, elle a jugé une affaire concrète, et elle n'a pas déduit la responsabilité de l'existence d'un dommage. Ce n'est pas l'explosion qui a conduit la Cour de cassation à dire ah ben le mandataire judiciaire est fautif. Non, elle a recherché si le mandataire avait réellement commis une faute. Alors après, on peut discuter de la qualification qui a été retenue par la Cour de cassation, mais c'est pas du droit qui flotte comme ça, c'est vraiment une application concrète. Alors après, obligation de sécurité, obligation de vigilance, comme je le disais tout à l'heure, la Cour de cassation, je crois qu'elle a surtout envoyé un signe à l'attention des mandataires judiciaires qui n'étaient pas encore justiciables d'action en responsabilité, mais qui allaient le devenir à la faveur de l'application de la loi 2007. Et comme l'a dit l'intervenant au nom d'Alliance qui est intervenu après nos interventions, cet arrêt de la Cour de cassation n'est pas étranger au fait que les juges savent maintenant qu'il y a un assureur derrière tout ça. Et le but de la Cour de cassation est de trouver des responsables solvables, et cette facilité qu'a eu la Cour de cassation à trouver une faute dans ce cas précis, c'était motivé aussi par le fait que dans cet arrêt, c'était l'État, demain, ce sera les mandataires, mais derrière, s'il n'y a plus l'État, il y aura les assureurs. Très bien,
Très bien, merci. Justement, Monsieur Ponchot, vis-à-vis de, vis-à-vis de l'assurance, est-ce qu'à votre connaissance, cet arrêt donc, dont on parle depuis ce matin, est-ce qu'il a modifié la position des compagnies? Est-ce que vous avez eu, en termes d'appréciation des risques, de cotation sur les contrats, sur les primes à recouvrir autour de cette couverture de risque? Est-ce que vous avez eu des consignes ou des modifications dans votre âme? Est-ce que, au niveau des conditions de mise à garantie, est-ce que vous exigez des services qui vous produisent leur protocole d'intervention, ou dans les contrats vous visez que toute intervention sur des domiciles des majeurs protégés, il faudra qu'il y ait un professionnel du bâtiment certifié avec telle et telle norme? Est-ce que ça a modifié, à votre connaissance, pour votre compagnie, la façon de préparer votre approche sur notre responsabilité, ou pas encore? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Par contre, nous sommes de plus en plus sensibles, au-delà de cette affaire, à apporter un maximum, je dirais, de demandes de mise en prévention, même si elles ne sont pas contractuelles. Alors, qu'est-ce qu'une demande de mise en prévention? C'est-à-dire que, par exemple, lorsque nous travaillons avec des services, enfin, ça c'est une position agence, mais qui est reconnue par notre compagnie, c'est d'essayer d'avoir au maximum, je dirais, de procédures dans lesquelles on va pouvoir véritablement retrouver tous les éléments les plus précis pour pouvoir faire la tarification la plus précise. C'est pour ça que je discutais encore ce midi sur la proposition qui n'existe plus. La proposition que l'on donnait, qu'on remplissait pour établir un contrat. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Par contre, ce que l'on a surtout, c'est ce qu'on appelle donc en placement de certificat de prescription. Et en ce qui concerne donc les assurances IARD, habitation, etc., ce sont des documents, je dirais, qui ressemblent, qui s'appellent devoir de conseil. Et dedans, c'est sur ce document qu'on ne lit quasiment jamais, puisqu'on le signe, on est d'accord, qui va vous engager. Et moi, j'invite vraiment de plus en plus les personnes donc à vraiment bien lire et bien regarder les demandes que l'on vous fait, parce qu'elles changent constamment. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de changement, d'accord, mais elles changent constamment et on va vous demander de plus en plus de choses. Un exemple, qui sont les détecteurs de fumée. Tout le monde a dit la loi, détecteurs de fumée, etc. Aujourd'hui, les assureurs ne se sont pas positionnés. On nous envoie, arrêtez de nous l'envoyer, puisque ça ne sert strictement à rien actuellement dans nos dossiers, et ça ne change en rien la tarification du contrat. On n'a pas de recul, demain peut-être qu'on va vous l'exiger. On vous dira, par exemple, mais ça ressemble tout à fait au ramonage des cheminées, où on vous dit, à certains on vous le demandera qu'au moment du sinistre. Bon, après c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est des éléments qu'on met en place chacun au quotidien pour se prémunir. Alors, est-ce que, par exemple, pour éviter que les services se fassent piéger parce qu'ils n'ont pas revu leur contrat de RC professionnel, est-ce qu'il y a un conseil particulier que vous pourriez donner? Est-ce que, par exemple, si les services saisissent leur compagnie en disant est-ce que vous pourriez réaliser une visite d'appréciation des risques de mon service? Est-ce que ça peut justifier? Est-ce que ça peut être un outil qui permet à nos services de davantage se prémunir, parce qu'on n'est pas tous des techniciens du contrat d'assurance, et quels sont les conseils par rapport à tout le reste qui reste engagé? Est-ce que ce type de conseil peut être judicieux pour vous? Nous l'avons déjà mis en application avec les clients avec qui nous travaillons. C'est-à-dire qu'on propose systématiquement, lorsque l'on contacte un nouveau client, c'est-à-dire une nouvelle association tutélaire avec X, mesures gérées, préalablement à dire, voilà, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je fais du pratico-pratique, et j'ai les meilleurs tarifs, etc., ou j'ai le meilleur contrat, préalablement, on va proposer ce qu'on appelle, nous, un audit assurantiel. Il faut le demander à votre partenaire. Il nous arrive aussi, dans le temps, je reviendrai sur l'audit assurantiel, dans le temps de revoir tous les 5 ans l'ensemble des contrats qui ont été souscrits d'une association. Alors, c'est vrai que c'est un gros travail pour l'assureur, mais je pense que c'est le minimum qu'il doit, compte tenu des engagements que l'on a respectivement. Dans l'audit assurantiel, on va d'abord discuter avec la direction, qu'est-ce qu'elle veut savoir. Elle veut faire une photographie à un instant T, et qu'est-ce qu'elle veut savoir. Donc on va déterminer un cahier des charges. Alors, ce n'est pas une situation de pointage vis-à-vis du mandataire. Loin de là, loin de là. L'idée générale, c'est d'aller faire une photographie à un instant T et de regarder l'état du parc. Et en fonction, proposer des préconisations d'amélioration. Ça, je pense que tout assureur doit être en mesure de le faire. Et je dirais encore plus à même pour les assureurs qui sont en place aussi aujourd'hui, dans vos associations, concernant les risques non occupés dont on parlait ce matin. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Chaque jour, vous avez cette épée au-dessus de la tête. De ces risques inoccupés, on ne sait pas dans quel état ils sont. Et ça, c'est pas une mission, je dirais, délirante pour un assureur. Il doit pouvoir le faire.
Merci. Alors toujours sur cet arrêt du 27 février, Madame David, donc en votre qualité de directrice générale d'un service, et puis Madame Lobier pourra aussi venir compléter la réponse. Est-ce que suite à cet arrêt, est-ce que ça a modifié dans vos services certaines des procédures? Est-ce que la communication en interne avec les personnels a nécessité un point particulier? Comment le chemin de cet arrêt est arrivé chez vous et qu'est-ce que ça a déclenché par la suite? L'arrêt en lui-même n'a pas forcément, si ce n'est une discussion autour effectivement de ce qui avait été jugé en l'occurrence, mais ça n'a pas occasionné une modification quelconque de nos pratiques. Parce que, bon, moi j'ai envie de dire qu'à partir de l'instant où on accepte d'exercer cette mission de protection auprès des personnes protégées, le risque il est constant. On le prend tous les jours. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'évaluer, mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas le dramatiser non plus. En tout cas, il ne faut pas que ça paralyse notre action. Parce que ce qui voudrait dire qu'à un moment donné, on pourrait aussi avoir un raisonnement au préalable à toute intervention d'évaluer le risque que l'on prend. Alors, il faut faire quand même attention à ça. Encore une fois, pour autant, c'est des choses qui doivent se discuter et qui peuvent aussi... moi, j'ai beaucoup entendu parler finalement de prévention, finalement, au travers de toutes les interventions là, qui ont été faites. Je crois qu'il y a quand même une lisibilité à avoir au sein des structures, savoir qui fait quoi, qui est autorisé à faire quoi. Est-ce que cette lisibilité, nous l'avons bien dans nos structures? Ensuite, c'est effectivement, il y a les garanties assurantielles. Et par rapport à ce que disait monsieur, bien sûr qu'il y a l'audit, mais on constate aussi, là, ces dernières années, qu'on peut très bien aussi avoir des activités complémentaires et que nos contrats ne sont peut-être pas non plus adaptés aux activités complémentaires que l'on a. Donc c'est intéressant aussi de faire une révision peut-être certainement moins lourde qu'un audit, mais qui permet quand même de voir aussi dans quelles circonstances d'assurance nous sommes. Il y a effectivement aussi toute la question de la prévention qui est liée aux évaluations internes que nous sommes tenus de faire. Là, nous sommes dans le Code de l'action sociale des familles, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un outil qui est, à mon avis, un outil de prévention des risques, comme le peut être le document unique d'évaluation des risques professionnels aussi. Je crois qu'en fait, il y a un certain nombre d'actions à mener, mais qui n'ont pas évolué du fait que nous sommes dans la loi de 2007. C'est quelque chose qui doit être bien présent dans l'esprit des dirigeants et qui doit faire partie de la gestion quotidienne de nos services. Je ne pense pas qu'il y ait une attitude. Alors c'est vrai que par contre, on les parle, ces arrêts. On les parle pour accompagner les professionnels, mais pour autant, c'est difficile aussi parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une réalité de charge de nos services aussi. Bon, c'est sûr que ça n'enlève en rien la responsabilité, soyons clairs. Mais il y a quand même cette réalité à prendre en compte aussi au quotidien. Donc on est bien placé aussi, nous les dirigeants, pour la connaître. Donc tout ça fait qu'effectivement, c'est plutôt accompagner les professionnels à avoir une posture de vigilance par rapport aux risques et avoir une posture de réflexion par rapport aux situations et aux actions qu'ils mènent. Voilà, donc ça veut dire que, est-ce qu'on a mis en place aussi au sein de nos services des temps où on n'attend pas que le risque soit avéré, mais où on peut le prévenir, le discuter. Quelles sont les actions qui sont mises en place dans l'accompagnement des personnes sous protection? À quel moment on valide cet accompagnement? Bon, il y a des temps forts, l'ouverture de la mesure, tout le monde le sait, le compte-rendu annuel de gestion. Il y a quand même des moments auxquels on peut se raccrocher. Bon, après, quand le risque intervient, on agit, c'est certain. Mais je pense qu'en amont, c'est pareil pour la communication. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de communication qui se fait en mode crise, avec les collaborateurs, les partenaires. Je crois que ça doit être complètement déconnecté de ça, justement, pour pouvoir gérer ensemble le plus convenablement possible la crise. Alors, bien sûr, je vous entends, on va opposer la gestion du temps, etc. J'ai la même chose. Mais pour autant, si on veut véritablement être dans une démarche positive par rapport à ces questions de responsabilité, je crois que ça se travaille aussi de cette manière-là et en amont. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point dans la salle? Est-ce que ce fameux arrêt du 27 février 2013 suscite encore des questionnements ou est-ce que vous avez envie d'avoir des précisions? Donc on a une question. Monsieur, attendez, on va vous apporter le micro. Sachant qu'on n'émet que des avis et du raisonnement, mais que bien entendu, ce qui se dit ici n'est pas forcément... il y aura une question après avec monsieur. D'accord. Allez-y, présentez-vous, madame, s'il vous plaît.
Pardon, donc bonjour, Hélène Ondarts, directrice de la DUI-ADPP. Est-ce que vous pourriez rapprocher le micro? Ah voilà. oui, pardon. Merci. Donc, levez la main droite, dites je le jure. Et... Non, c'était pour savoir si tout le monde avait entendu. Merci. Oui, donc bonjour, Hélène Ondarts, directrice de la DUI-ADPP, donc association. Voilà, on a parlé beaucoup de cet arrêt, donc cet arrêt nous concerne. Donc, par rapport aux faits qui ont amené à cette situation, ça a été, c'est vrai, un enchaînement. Là, je reviens plus sur le factuel. Il y avait donc 2 sociétés qui devaient intervenir auprès de ce domicile, puisque justement, la finalité de la démarche, c'était qu'avait été identifié un risque. C'était 2 dames d'un certain âge qui habitaient ce domicile. Il y avait effectivement un risque qu'elles utilisent le gaz. Et donc, une société est intervenue pour faire les premiers travaux en fin de journée, et était prévu que le lendemain intervienne une autre société. Voilà. Donc, malheureusement, dans la soirée, la dame a réactivé un bouton donc, qui n'était pas sécurisé. Je voulais juste quand même aussi préciser, parce que c'est vrai qu'en 2013, ces 2 dames étaient décédées, mais naturellement. Voilà, parce que c'est vrai que quand on lit l'arrêt, puisqu'on parle d'indemnisation des héritiers de ces personnes, il n'y a pas de lien de causalité, en tout cas, entre le fait qu'en 2013, c'était les héritiers qui les représentaient et donc le problème qu'il y a eu chez elles. Juste par rapport à cette situation, la démarche avait été, parce que ces dames avaient aussi peu de revenus, de faire travailler une association aussi. Donc, je ne pourrais que conseiller d'être extrêmement donc, vigilant par rapport donc, aux entreprises que nous mandatons pour intervenir, pour procéder à des travaux. Et dans les faits, le paramètre de l'assurance, effectivement, je pense, a été un élément aussi prépondérant. Alors peut-être que ça ne se ressent pas au niveau de la Cour de cassation, mais en appel, dans les différentes étapes judiciaires, voilà, ça posait aussi un problème. Voilà, donc. D'accord, merci de vos précisions. Je voulais apporter ces éléments d'information. Entendu, merci. Il y avait une question, monsieur, donc on va essayer de vous apporter un micro. Au milieu, Adil, s'il te plaît. Ou Marie, oui. Merci de vous présenter. Votre question. Xavier Rodriguez, je suis responsable du service mandataire de l'UDEF de la Marne. Donc je vais continuer sur ce qui vient d'être dit parce qu'à notre niveau, on a eu le même problème en 2013. Donc le jugement est en cours. Il y a eu c'est passé au tribunal donc au niveau pénal. Et donc ça va partir en cassation là aujourd'hui, et il va y avoir aussi donc il y a une enquête civile. Donc je rappelle très vite les faits. Donc chez un majeur protégé, on a été alerté par le médecin. C'est une curatelle renforcée. Donc on a été alerté par le médecin que le monsieur pouvait avoir des difficultés à gérer son gaz. Voilà, donc on a de même que l'association précédente fait appel à un professionnel, donc un artisan qui multiservice, qui n'a pas bouchonné l'arrivée de gaz, donc après le remplacement par une gazinière, par une cuisinière électrique. Il y a eu une explosion pendant la nuit. Il y a eu plusieurs morts, donc un immeuble, 3 immeubles ont été détruits, 19 appartements, plusieurs blessés, donc c'est quand même une affaire assez importante. Voilà, nous aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est pas des questions, on se rend bien compte que de toute façon, on va absolument chercher quelqu'un qui va pouvoir payer, que l'artisan donc a une amende de 3 millions et quelques d'euros, donc il ne pourra jamais payer, bien sûr. Le majeur protégé est aussi condamné à payer 2 millions d'euros. L'ensemble aujourd'hui serait estimé à peu près entre 7 et 10 millions d'euros. Donc on va venir nous chercher, on va nous trouver une responsabilité. On parle de poussière, de responsabilité.
Ça va aujourd'hui jusqu'à ce qu'on... Enfin, on est en train de nous dire que si on n'avait pas remplacé la gazinière, ça n'aurait pas explosé. Voilà. Donc ça va quand même très loin. On a l'impression que de toute façon, quoi qu'on ait fait, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et les seuls solvables, c'est l'UDAF. Sachant qu'on était assuré pour 1,5 million, donc ce qui est apparemment pas si mal que ça, parce qu'on a quand même travaillé au niveau du réseau des UDAF pour voir un petit peu où on en était, que notre assurance, qui était, nous a, dans un premier temps, nous a dit qu'elle ne souhaitait plus nous assurer. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez compliquée. On a un petit peu peur pour nous, c'est un gros choc, tout ce qui a été dit depuis ce matin, moi je l'entends, la crise, tout à l'heure, ce qui a été dit au niveau de la crise, on l'a vécu, on s'en sort pas si mal que ça, parce que bien qu'il y ait une bonne dizaine de personnes, de mandataires qui soient partis depuis de notre structure, pour des raisons évidentes de responsabilité, puisque nous, aujourd'hui, on a pris en compte le risque de façon très importante, mais on se rend bien compte, on a fait le même travail que le groupement, que ce qui a été dit tout à l'heure. Le risque est présent à tous les niveaux. Difficile, ouais. Alors justement, par rapport à cet exemple, Madame Davadan, est-ce que là, vous suggéreriez une communication particulière? On n'est plus dans la phase de crise, on est dans la phase, j'allais dire, où il y a une responsabilité qui est engagée, il y a des contentieux qui sont en cours. Est-ce que vous conseilleriez, est-ce que vous auriez une fenêtre d'intervention, soit en interne, soit en externe, et quel conseil vous pourriez donner à ce type de structure qui rencontrerait ce type de difficultés? Là, la problématique, c'est que vous êtes dans une... effectivement, la crise chaude en soi est passée, toute la phase émotionnelle. Vous êtes dans la phase juridique, qui est très cadrée, dans laquelle vous avez probablement... Enfin, c'est aussi des choses dont on débat avec les avocats. Est-ce qu'on communique ou pas? Ça dépend aussi si de l'autre côté, on vous agresse ou autre. C'est-à-dire que ça dépend si votre débat juridique il a pris place dans la rue. Moi, j'ai des gros dossiers. J'ai travaillé notamment sur la fermeture de l'usine Continentale près de Compiègne. Ça va passer en cassation. On a des étapes juridiques régulières. On communique à l'occasion de certaines de ces étapes qui sont clés, avec la réserve et la prudence qu'on ne veut pas effectivement avoir l'air de vouloir interférer sur le jugement. On le fait également parce qu'il s'avère que les anciens salariés sont très très proactifs en communication. Ils étaient encore il y a 2 jours en Allemagne pour manifester. Donc je dirais qu'il y a une analyse un petit peu au cas par cas. Je pense que dans le cadre d'une action juridique, il faut effectivement se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à redéballer? C'est-à-dire que peut-être que parfois on a intérêt plutôt à ce que ça reste dans le débat dans le huis clos, je dirais, des débats. Ça dépend aussi un peu si vous êtes sollicité ou pas par la presse. C'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, on a cette échéance qui arrive, est-ce qu'on a intérêt à parler ou pas, proactivement ou réactivement? Je dirais que c'est un petit peu du cas par cas. Après, il y a peut-être un travail de communication par ailleurs, alors, auprès d'autres parties prenantes, puisque votre vraie problématique aujourd'hui, c'est que votre risque, il se surdéveloppe, avec effectivement des risques financiers et de pérennité peut-être. Donc effectivement, il y a probablement un travail de communication derrière à faire avec effectivement les compagnies d'assurance, les législateurs. Il y a peut-être beaucoup de pédagogie à faire, mais là, on est plutôt sur la communication de reconstruction ou de la communication de prévention pour que ce risque ne continue à se développer et plutôt pour arrêter cette inflation peut-être de procédures judiciaires et de recherche en responsabilité. Mais là, on est peut-être plutôt sur de la communication qui n'est pas de la communication de crise à proprement parler. Très bien, merci. Madame Maria, juste une question toujours sur cet arrêt. Est-ce qu'il y a un mouvement d'universitaires qui sont venus critiquer la décision? Est-ce qu'elle est critiquable? Est-ce qu'elle est critiquable en notion, en conséquence, par exemple, je pense au maintien à domicile, parce que les conséquences et les zones de risque vont se concentrer sur les personnes qui sont maintenues à domicile, qui requièrent beaucoup d'intervention, mais qui, au final, pour le MJPM qui en est en charge, est aussi facteur d'aggravation de risques et de difficultés. Est-ce que, d'un point de vue des universitaires, il y a un courant, une doctrine qui se constitue et qui émerge pour s'interroger sur ces conséquences? Nous ne sommes pas tant que cela à nous manifester sur le sujet. Donc évidemment, ceux qui se sont manifestés, qui connaissent bien votre milieu, étaient fait et cause acquis pour vous. C'est évident. Donc on a tous, je crois, dans nos commentaires souligné
le manque de moyens, l'impossibilité d'éradication totale du risque. Ça, c'est pas possible pour personne. Voilà. Après, d'un point de vue conséquence, je crois vraiment que les commentaires qui ont été faits sont prudents. Comme à chaque fois quand on commente un arrêt de la Cour de cassation, vous lui accordez beaucoup d'importance et je le comprends, mais encore une fois, il faut relativiser. Je fais un cours de responsabilité civile, je fais partie d'un groupe de recherche européen en responsabilité civile. Je peux vous dire que la Cour de cassation, elle retourne sa veste quand elle veut. Donc, ce n'est pas un problème. Et là, moi, je ne rejoins pas Maître Rousseau, je suis plus proche de M. Bourcy sur ce point. Vous disiez ce matin que vous ne pensiez pas qu'elle avait pu tordre, etc. Alors, en matière de responsabilité civile, la Cour de cassation, elle tord le droit comme elle veut. Hein. Mais vraiment, quand vous essayez d'enseigner aux étudiants les règles de la responsabilité civile et que vous montrez ce qu'en fait la Cour de cassation, c'est très perturbant pour eux en deuxième année de droit parce qu'ils sont tout jeunes, alors on leur inculque des concepts et elle fait n'importe quoi. Enfin voilà, faut quand même dire ce qu'il y a, mais elle fait n'importe quoi parce qu'on est dans une société effectivement de victimisation sans vouloir être péjorative. Et donc, elle, son objectif, pour moi, la seule logique qu'il y a à sa jurisprudence, mais je vous donne une position personnelle, hein, tout le monde n'aura peut-être pas cette analyse-là, c'est quand même qu'il faut venir en aide aux victimes. Voilà. Et si elle a un assureur en face, elle en profite. Donc le fait qu'il y ait eu des assureurs ici, c'est déterminant. Voilà, alors je vais au-delà du cadre de la RC dans votre profession, mais je crois que ça se vérifie. Puis alors, tous les autres professionnels du droit, notamment les notaires, pour avoir beaucoup discuté avec eux, ressentent les choses de la même façon. Voilà. Très bien, merci. Je vais profiter que nous ayons un spécialiste dans la salle du Code de l'action sociale et des familles. Je dis ça pour qu'il soit concentré. En fait, je vais vous lire la question, ça sera beaucoup plus efficace que si je tentais de vous la résumer, mais vous allez rapidement le comprendre. Donc, Maître Poinceau, si ça ne vous dérange pas d'être hyper concentré pour nous répondre de façon aussi claire que d'habitude. Donc, voici la question in extenso. Donc, dans son arrêt du 27 février, la Cour de cassation reprend l'article L 472-10 du Code de l'action sociale et des familles qui concerne le contrôle de l'activité du MJPM. Et là, on nous cite donc une partie de l'article, j'ouvre les guillemets, en cas de violation par le MJPM des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, la sanction de ce texte est un éventuel retrait d'agrément du MJPM. Donc, vous avez compris où j'allais arriver. Eu égard aux situations d'espèces qui ont été soulevées et la conséquence de cet arrêt, est-ce que la double peine, quelque part, ça serait que pour les services en question, l'agrément pourrait être remis en jeu et sur le même fondement que celui de la Cour de cassation? Merci. Je vous remercie, M. Finistrosa, de cette question impromptue sur l'article L472-10, c'est ça? Très intéressant. Oui, la double peine, bien sûr, mais rassurez-vous, ça n'est pas l'apanage des MJPM. Pour une raison simple, qui est que les activités médico-sociales sont des activités réglementées. Elles ne relèvent pas de l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie. Il faut une autorisation administrative. Alors, je ne vais pas revenir sur l'historique de ça, qui date en gros du 17e, pour être précis, mais qui s'est concrétisé d'abord avec la loi de 1975, puis avec la loi du 2 janvier 2002, et puis les textes maintenant qui vous ont fait entrer dans le monde médico-social. Et le pouvoir de police administrative prévoit les conditions dans lesquelles l'administration peut retirer une autorisation ou un agrément lorsque les conditions normales d'exercice de l'activité cessent d'être remplies. Et parmi les conditions possibles qui justifient l'intervention administrative pour mettre un terme à l'activité et en général pour la céder en fait à un autre organisme gestionnaire, eh bien, il est une condition qui est celle du non-respect d'une règle juridique, législative ou réglementaire, qui soit de nature à justifier l'engagement d'une responsabilité civile ou pénale. Alors, vous avez cité L472-10 pour les MJPM, mais vous avez de manière générale, dans le droit commun de la police administrative médico-sociale, un autre texte, qui est l'article L313-16, deuxièmement, si ma mémoire est bonne, qui prévoit précisément l'édiction de mesures de police pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation et à son transfert en cas de non-respect d'une obligation juridique, au-delà même du droit des activités médico-sociales. Ça peut concerner le droit de la sécurité, le droit du travail ou d'autres, et qui est de nature à engager une responsabilité.
Voilà, donc oui, la double peine, assurément, mais c'est la philosophie générale du système en tant qu'il est soumis à un pouvoir de police administrative. Voilà. C'est vraiment un enchaînement infernal, en fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur cet arrêt ou on peut changer de thématique? On a une question de ce côté. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Olivier Godin. Je suis mandataire judiciaire individuel. Enfin, je ne sais pas s'il faut que je me lève. J'avais noté 2 questions en fait dans les débats d'aujourd'hui. Je me disais, dans notre pratique, si jamais notre responsabilité elle est recherchée de façon aussi ardente, est-ce que la profession ne risque-t-elle pas, par contre-coup, de privilégier la protection de sa propre responsabilité sur la liberté individuelle des personnes, qui est quand même l'essence même de notre mission? Donc, en fait, moi, cet arrêt me fait peur. Autant, je dirais, pour la responsabilité qui peut être la nôtre, qui peut être engagée, que pour la liberté des personnes. Voilà, on parle quand même de près d'1 million de personnes. Et deuxième question, quel partage de la responsabilité entre le majeur protégé, notamment lorsqu'il est évidemment en curatelle ou curatelle renforcée, et le mandataire judiciaire lorsqu'une action qui est nécessaire, ramenage, élagage, conforter une toiture, une assurance, n'est pas réalisée. Voilà. Parce qu'on ne peut pas traiter les personnes en curatelle renforcée comme des personnes sous tutelle. Merci. Merci. Alors, qui? Peut-être, oui. Le mistigris est tombé sur... Super. Donc, non, juste pour revenir sur, quand vous précisez pour la curatelle, mais un majeur sous tutelle, la problématique reste la même. C'est-à-dire qu'un majeur qui est sous mesure de tutelle, qui ne veut pas ouvrir sa porte, et vous ne pouvez pas ramener, ou en tout cas vous ne pouvez pas intervenir au domicile, là aussi la problématique est posée. Donc je vais rester sur la distinction des mesures. Je trouvais que on n'est pas toujours obligé de... Le problème se poser également sur la tutelle. Par rapport au premier point, c'est vrai que c'est une vraie question à se poser. Est-ce que finalement on ne va pas nous aussi sortir le parapluie? Aujourd'hui, dans le secteur social, de plus en plus, et même médico-social, dans notre activité, de plus en plus les gens sortent le parapluie et on nous renvoie toutes les responsabilités, en tout cas toutes les actions qui sont à faire pour le majeur protégé. Et ça risque d'être une dérive, parce que c'est une question qu'on peut effectivement se poser, et ça peut, à long terme, effectivement, non pas sur la liberté du majeur protégé, quoique, effectivement, contraindre. Et on serait amené à de plus en plus solliciter les juges pour qu'on puisse, dans le cadre de la curatelle, à faire des actes seuls qui, normalement, demanderaient l'accord du majeur protégé. Du coup, j'ai perdu ma pensée. Oui, et du coup, ça pourrait aussi pousser les services mandataires à prendre des mesures qui sont sans risque. Aujourd'hui, quand même, on a des profils de personnes accompagnées qui sont très difficiles. Je pense aux associations qui gèrent essentiellement des profils de type psychotique, où là, il y a des troubles du comportement importants, et on va chercher le mandataire pour justement le rendre responsable, ne serait-ce que des actes de violence du majeur protégé. Où là aussi, le monsieur avait dit ce matin, mais je n'ai pas tout compris ce qu'il avait dit, sur le fait que le majeur qui démonte un magasin, l'assurance ne prendra pas en considération parce que c'est un acte volontaire. Mais où est la volonté du majeur protégé quand il a des troubles psychiatriques? Et je sais que nous, on s'est posé la question sur une situation où on a une majeure protégée qui déclenche des dégâts des eaux à répétition, avec des risques importants, parce qu'elle a une galerie d'art juste en dessous de chez elle, avec un problématique qu'elle crée volontairement les dégâts des eaux. Donc on intervient régulièrement. On a mis dans la douche, dans la salle de bain, on a mis une douche italienne pour que ça dégorge comme ça de façon globale. Mais du coup, elle s'est renvoyée sur la cuisine. Pour la cuisine, il faudrait qu'elle soit hospitalisée pour qu'on puisse faire les travaux nécessaires. Mais les médecins refusent. Ils refusent également les séjours de rupture. Et tous les ans, le syndic inscrit dans l'ordre du jour de l'AG à ce que l'association que la responsabilité de notre association soit engagée en responsabilité suite aux dégâts que peut commettre la majeure. C'est vrai qu'en plus, il y a un réel risque que le plafond s'effondre, en tout cas pour la galerie. Et je me suis interrogée, oui, parce que accompagner les gens, oui, jusqu'où? Et est-ce que ça vaut le coup de mettre en péril l'association? Et c'est vraiment une question que je me suis posée. Je crois qu'on n'aura pas toutes les réponses en fait, mais c'est vrai que c'est un peu lié. Pour pas trop, on a d'autres thèmes quand même à aborder, donc peut-être si c'est en lien avec, vous posez une question en lien avec ce que l'on est en train de dire, ou très très rapidement, madame, s'il vous plaît,
pour qu'on garde du temps pour la synthèse générale aussi. Je vais être rapide, mais je pense que ça intéresse tous les directeurs. Un collègue a évoqué le fait qu'en situation de sinistre, l'assurance résilie le contrat. Ça arrive aussi pour nos majeurs. Donc moi, je voulais poser à l'assureur la responsabilité de l'assurance. Est-ce qu'il y a vraiment contrat ? Est-ce qu'il y a vraiment un contrat ? Dans la mesure où, à partir du moment où il y a un sinistre, l'assurance dénonce son contrat ou se retire. Ça, c'est une question. Et puis, de bien vouloir nous éclairer sur quelle solution il préconiserait. Parce que les autres assureurs ne vont pas prendre, que ce soit pour un majeur, d'ailleurs pour nos assureurs, pour nos structures. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire un recours au médiateur, que ça peut être très long. Et moi, j'ai connu des situations de majeurs pour lesquelles le défaut d'assurance, malgré toutes les démarches, le défaut d'assurance, ça fait courir des risques encore plus grands à une situation de majeur. Donc voilà, moi j'aimerais quand même, il faut être clair, si on parle de responsabilité et qu'on cherche, ou que les juges cherchent le bon cochon à saigner, quid de la position des assureurs D'accord. Voilà. Monsieur Poinchot, alors très très rapidement. Alors, sur la première question concernant la résiliation du contrat, donc dans toutes les conditions générales de toutes les compagnies sont prévues la possibilité par l'assureur, c'est même le code des assurances qui le fixe, la possibilité de résilier le contrat sur sinistre, il peut le résilier quand il en a envie en respectant les échéances principales. Donc ces droits ont été élargis par contre pour les consommateurs aussi, puisque maintenant ils disposent aussi par rapport à l'assureur de la loi Hamon et de la loi Châtel. Donc il y a un rééquilibre qui s'est fait. Sur la deuxième question, c'était sur la possibilité de se réassurer, c'est cela, lorsqu'on a un problème. Alors, en France, sur certaines assurances qui sont obligatoires, donc nous avons tout ce qui est automobile. Vous pouvez avoir des personnes qui ont des grandes difficultés, qui sont fait résilier, soit pour alcoolémie, etc. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle le bureau commun de tarification. Et on ne peut pas vous refuser donc de s'assurer que cette assurance est obligatoire. D'accord ? Par contre, en ce qui concerne une assurance habitation qui n'a pas de caractère obligatoire, eh bien, malheureusement, pour vous, c'est un parcours du combattant suite à une résiliation. Alors, on trouve toujours des assureurs qui vont prendre en compte toutes les déclarations que vous allez faire, que vous avez été résilié soit pour sinistre, soit pour non-paiement de primes ou sinistre répétitif, etc. Et vous pouvez toujours tenter de trouver un assureur qui va vous prendre. Je ne pense pas qu'on a des refus systématiques. Bien, on va changer de thème pour essayer de balayer d'autres points de questionnement. Donc, question un peu plus générale. Est-ce qu'à votre connaissance, il est arrivé des décisions qui mettaient en cause le défaut d'obligation d'information ou de conseil du protecteur ? Est-ce que ce sont des choses qui sont déjà arrivées jusqu'à la Cour de cassation ou dans des juridictions différentes ? Moi, je n'en ai pas vu. Mais je n'ai pas accès à toutes les décisions, évidemment, du fond. Maître Rousseau confirme. D'accord. Ouais. Rien. D'accord. Vous pensez qu'on aura un regard particulier sur notre secteur ou qu'on va être assimilé aux professions type notaire ou médecin avec les mêmes notions, les limites ? Donc l'information, le devoir d'information chez notaire, médecin, avocat, le devoir de conseil d'information, c'est l'essence même de ce métier-là. Alors que vous, votre métier, c'est un métier de protection, d'assistance et de représentation. Donc ce ne sont pas les mêmes métiers. Et ce qui fait que l'information sera peut-être un cas d'ouverture à responsabilité, mais très subsidiaire. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur ce terrain-là. Je pense que ce sera vraiment sur d'autres terrains, ceux qu'on a déjà évoqués, que les cas de responsabilité seront retenus. L'information du majeur, je pense que c'est vraiment un cas très résiduel et qui ne doit pas vous inquiéter outre mesure. Ils vont être d'accord tous les deux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Sachant qu'il ne faut pas confondre information, conseil. La Cour de cassation a vraiment bien distingué, notamment pour les banques, le devoir d'information, le devoir de conseil, le devoir de mise en garde qui va au-delà. Donc pour l'instant, à ma connaissance, bon, le conseil, vous l'avez, peut-être qu'il est dans la notion d'assistance, puisqu'on ne la connaît pas trop, mais il n'y a que le devoir d'information, en tout cas dans le Code civil, il n'y a que ça. Donc je pense qu'effectivement les standards sont différents. Parce qu'il y a un grand point d'inquiétude sur justement cette obligation d'information, c'est sur les actes médicaux, un majeur protégé qui consulte un médecin pour une intervention chirurgicale. Est-ce que, le protecteur doit être présent alors qu'il y aura telle tutelle, est-ce qu'il y a à distinguer ? Et deux,
quelle est la portée de cette information? Est-ce que c'est simplement redire ce que le médecin a dit, ou est-ce que c'est s'assurer que formellement, il y a eu le rendez-vous préopératoire, si c'est une opération, etc., etc. Est-ce que là-dessus, vous avez des éléments de réponse? Et juste en ligne de mire avec cela, on a évoqué ce matin la prescription, donc, qui est maintenant quinquennale, donc de 5 ans. Le point de départ, est-ce que c'est le service qui est déchargé, ou est-ce que c'est la main levée de la mesure de protection? C'est la fin de la mesure. Mais est-ce que la fin de la mesure s'entend comme le décès de la personne ou la main levée, ou est-ce que ça s'entend comme je suis déchargé, pas déchargé? Mais si quelqu'un, peut-être Madame Caron-Église, puisque je pourrais avoir à y répondre, et ensuite on revient sur le côté. J'aurais plein de choses à dire. Mais montez peut-être que pour la synthèse, ça arrivera de. Je vous laisse. Je crois qu'ils allaient se faire la bise. Au revoir, merci. Non, on n'est pas encore séparés. Bonjour. Sur cette question spécifique, on dit fin de la mesure. Donc après, je dirais appréciation souveraine des juges du fond. Oui, c'est-à-dire que fin de la mesure, normalement juridiquement, c'est la fin, la décision qui marque la fin de la mesure à la suite de la notification de la décision, avec tout ce que ça peut supposer comme délai de notification. Donc le mandataire n'est lui-même déchargé qu'à partir du moment où il a reçu notification de la décision de main levée ou de fin de mesure. Et les délais de recours sont expirés. Ce qui n'est pas sans régler totalement la question, puisque vous n'avez notification que vis-à-vis de vous-même quand vous êtes mandataire. Il y a toutes les autres parties à qui la décision doit avoir été notifiée. Autre question, vous savez parfois que, et je pense aux révisions des mesures, un certain nombre de mesures sont devenues caduques automatiquement sans qu'il y ait une décision des juges. Donc ça sera vraiment cas d'espèce. Ou le décès. Ou le décès. Ou le décès. Là, je vais commenter pour ma prochaine chronique un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 avril qui est sur la responsabilité du MJPM, mais en tant que... après le décès donc, de la personne, et d'après ce que j'en ai retenu, mais bon, j'ai pas eu le temps encore de bien regarder, le point de départ du délai de prescription, c'était le jour du décès de la personne. Voilà, parce que le décès met fin à la mesure de protection, donc voilà. Et là, c'était responsabilité, du coup, en tant que gestionnaire d'affaires, puisque le MJPM avait pris soin d'aller chercher s'il y avait un héritier ou pas. Alors, elle avait une fille, cette dame, mais cette fille, elle avait plus de contact depuis 30 ans, et ils ont pris soin de faire ça, et au final, la fille se retourne contre le service. Ouais. C'est ballot. Mais par rapport à ça, justement, donc un service qui est déchargé, est-ce que pour le service, imaginons, on a des majeurs protégés qui sont itinérants, et imaginons, ils quittent en 2010 un service, ils récupèrent un autre, et puis en 2020, il y a un sinistre, on remonte en arrière. Est-ce que la prescription est acquise pour le service 5 ans après la décharge, ou alors, c'est ça la question, le point de départ. Aussi, il y a plusieurs questions. Je réagis déjà sur la question du décès. Parce que la question du décès ne décharge effectivement en principe, mais pas de certains actes. Non. Les actes courants. La question des dons d'organes, c'est une question sur laquelle on est en train de réfléchir, parce que vous savez qu'actuellement, c'est le mandataire qui doit donner l'autorisation ou pas. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a une action en responsabilité possible. Je ferme la parenthèse. Et sur la question que vous posiez, c'est-à-dire la décharge du service, ça n'est pas la fin de la mesure. Cela étant, alors là encore, appréciation souveraine des juges du fond, mais je vois mal comment on peut considérer que la responsabilité d'un service qui a été déchargé, donc qui n'a plus de mandat judiciaire, pourrait encore être engagé. Sauf si... Sur la gestion d'affaires. Sauf si il a continué la gestion d'affaires, et sauf si il a lui-même commis une faute en ne transmettant pas les éléments au nouveau mandataire. Autre hypothèse, le juge peut avoir déchargé sans nommer de nouveau mandataire. Donc à chaque fois, pour ne pas dramatiser, à chaque fois c'est un cas d'espèce. Et comme disait mon collègue ce matin, il est extrêmement important que vous saisissiez toujours le juge des difficultés que vous rencontrez, de manière à ne pas être seul à assumer le poids de la responsabilité, parce qu'à ce moment-là, on pourrait venir dire, c'est l'état des textes qui ont été rappelés ce matin, qu'on est dans une responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure, et je pense que de ce point de vue, on est sur une responsabilité de l'État qui n'engage pas que le mandataire. Après, c'est le choix, évidemment, des victimes d'engager l'action en responsabilité contre le mandataire ou contre l'État.
On peut imaginer que quand les dégâts sont importants, le meilleur créancier pour l'instant possible, c'est l'État. Donc en tout cas, ne restez pas seul avec des difficultés d'exercice des mesures ou de prise de décision. On voit bien combien le droit est complexe, donc surtout ne restez pas isolés. Sur le droit à l'information, il y a l'article L1111-2 du Code de la santé publique qui dit que l'information doit être délivrée au majeur lui-même. Et alors, le Code de la santé publique, alors je ne me souviens plus, dans celui-ci, il envisage le majeur sous curatelle, mais le majeur sous curatelle n'est pas souvent envisagé dans le Code de la santé publique. Il n'y a que le tutélaire. Et effectivement, c'est le cas là aussi, on n'envisage que le tuteur. Donc de toute façon, sur le droit à l'information, si c'est un curatelaire, logiquement, si on suit en tout cas le texte, l'information devrait être donnée au curatelaire seulement, même pas au curateur. Donc il n'a rien à expliquer de spécifique. Oui, bien sûr, si on se fie à la lettre. Et je voulais juste sur ce point-là de l'information, parce qu'effectivement dans nos services, il y a plutôt une pratique orale, justement dans le contenu des actions qui sont menées pour les personnes sous protection, et notamment dans cette question de l'information, c'est aussi pouvoir une traçabilité et acter que l'information a bien été dispensée, donnée aux bonnes personnes. Parce que c'est souvent finalement la difficulté que l'on a, c'est aussi après dans un deuxième temps de prouver que nous avons respecté ce à quoi nous sommes obligés. Ça, c'est une première chose que je voulais évoquer. La deuxième, c'est indépendamment des cas dramatiques qui sont évoqués là, c'est aussi la qualité des professionnels qui sont choisis pour intervenir au domicile des personnes sous protection. Parce que nous sommes tous confrontés à des personnes qui n'ont pas de moyens financiers importants. Et quelquefois, on fait appel effectivement à des artisans qui, bien entendu, sont légalement des artisans, mais qui ne sont pas forcément tout à fait totalement adaptés aux missions qu'on va leur confier. Et dans toutes ces questions-là, effectivement, ça se pose aussi. La qualité des intervenants que l'on va choisir. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y avait d'autres questions, notamment le MJPM en sa qualité d'auxiliaire de justice. Si la connaissance que le majeur protégé est en situation d'infraction pénale, donc soit au regard d'une infraction sur la législation des étrangers ou infraction sur la législation des stupéfiants, est-ce qu'il est astreint au signalement de l'article 40, par exemple, ou quelles sont ses obligations lorsqu'il a connaissance de ce type d'infraction ? Le protecteur n'est pas là non plus pour dénoncer. C'est un auxiliaire de justice, mais pas un auxiliaire de police. Et à mon avis, il n'a pas à dénoncer. Alors, sauf s'il met en danger sciemment autrui. Voilà, il y a aussi le secret professionnel. Alors, évidemment, entre la non-dénonciation de crime, qui est une infraction, et le secret professionnel, il y a un équilibre à trouver qui, effectivement, ne sera pas facile à déterminer. Ça, c'est évident. Ouais, d'accord. Madame Caron. Oui, je ne vais pas être d'accord avec vous. Finalement. D'une part, si le majeur protégé est en situation irrégulière au moment où le juge prend la décision de protection, il va évidemment, dans son mandat, demander au mandataire de faire des démarches pour régulariser la situation. Donc là, à mon avis, le problème va se régler relativement rapidement. On n'est pas dans une situation d'infraction commise, mais une situation de régularité de la situation. Oui. Par exemple administrative, oui. Par exemple un étranger qui est en situation. Ça. Voilà. Après, la question est différente quand il commet une infraction et que vous, le mandataire, se place dans la position. Est-ce que je le dénonce ou pas au service de police? Oui, mais c'est pour ça que j'ai envisagé aussi la question sous cet angle-là. Si le juge en a connaissance depuis le début, une des missions dans le mandat, ça sera de régulariser la situation. S'il est en infraction ou s'il y a une infraction pendant l'exercice du mandat, je voudrais quand même rappeler que certes, il y a une question de secret professionnel, mais qui n'est pas complètement stabilisée pour les mandataires, contrairement à d'autres professions. Et on avait, lors d'un précédent colloque, abordé la question du serment du mandataire judiciaire. Et je vous rappelle les termes du serment, qui sont notamment la loyauté. Donc, il est, à mon sens, indispensable que le mandataire informe le juge de la situation du majeur protégé. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir autrement, parce que là, on n'est pas sur une question de secret professionnel. Il exerce son mandat dans le cadre d'un statut qui l'amène à prêter serment devant une juridiction judiciaire. Donc, je crois là que c'est imparable.
sauf observation de votre part. Alors, on avait une question encore dans la salle. Juste un point, voilà. Juste un truc, très rapide. peut-être que la distinction a été faite entre informer le juge des tutelles et saisir le procureur pour dénoncer une infraction. Peut-être là où il y avait... Parce que si on a un majeur, sauf s'il commet des actes graves de type criminel, mais donc après, s'il est en situation irrégulière, quand on voit les difficultés qu'on a pour régulariser les situations, notamment à Paris et l'enfer, mais effectivement, dire que dans le rapport social, déjà, on met les difficultés et voilà, si on sait qu'il a monté un trafic de hashish dans sa cité, voilà, on peut peut-être le mettre dans... Voilà. Et je pense qu'il y a la distinction entre la situation et qu'on relève après au juge des tutelles, qui lui a le choix de pouvoir informer, me semble-t-il, le procureur de la République sur des actes, et puis nous dénoncer directement le majeur protégé auprès des forces de police. Ok, merci. Alors, on a une question dans la salle, s'il vous plaît. Merci de vous présenter. Thierry Ferreira, ATPC, dans le Pas-de-Calais. Voilà. J'avais une demande de précision par rapport à l'application dans le temps pour la mise en cause de la responsabilité de l'association. Donc, si on est mis en cause dans les 5 ans après la fin de la mesure, donc décès ou manœuvre, la mise en cause peut porter sur la durée totale de l'exercice de la mesure, même si elle a duré 20 ans, ou elle va porter sur les 5 dernières années ou sur les 30 ans, enfin je sais pas. Voilà. Maître Rousseau. Après, il peut y avoir des combinaisons de prescriptions. La responsabilité du mandataire, effectivement, la règle, c'est la mise en cause 5 ans à partir de la fin de la mesure. Après, le problème, c'est qu'il existe en France plusieurs prescriptions qui se chevauchent. Vous avez la prescription de droit commun qui est de 10 ans et qu'il faudra distinguer si c'est un acte qui a été fait par la personne sous tutelle. Et donc, ça veut dire donc ça, comme là, on n'a pas de responsabilité du fait de la personne sous tutelle, cet acte ne sera pas le point de départ de la prescription. Ça sera la faute du mandataire qui sera le point de départ de la prescription. Et moi, je pense que même pour un acte commis il y a 5 ans ou 10 ans, je pense que la prescription, 5 ans, voilà, même poursuivi 10 ans après la commission de l'acte, je crains que dès lors qu'on est dans le délai de 5 ans, le mandataire puisse être poursuivi. Après, comme c'est un nouveau délai, la jurisprudence va fixer la combinaison de ces règles. Pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence, malheureusement, très précise sur ces questions et il faut attendre comment se chevauche ce délai de prescription de 5 ans avec les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Alors, très rapidement, si on peut apporter le micro. Je voulais juste revenir sur la manière dont on avait à parler de choses que des protégés font et qui sont hors la loi. Je crois qu'on n'a pas à couvrir les faits délictueux. C'est-à-dire, on est souvent confronté à des personnes qui conduisent sans permis, par exemple. Donc c'est quand même, c'est pas un gros délit, on n'est pas distribué, on n'est pas dealer, etc. Sauf que, bon, ça c'est un petit... Et c'est vrai que ça a été une question à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait si on dit à la gendarmerie du canton, attention, cette personne, elle n'a pas de permis, on sait qu'elle conduit. Ça a été à un moment donné une question. Mais est-ce qu'on doit protéger la protection d'une dame majeure? Est-ce que c'est de le couvrir? Non, enfin, je ne crois pas. Voilà. Alors, pour rebondir sur la question, il y a aussi les conduites dangereuses en véhicule par nos majeurs protégés. Est-ce que, si on a un avis sur leur conduite, est-ce qu'on a une obligation particulière d'intervention? C'est ce que je disais ce matin. Enfin, à mon sens, au vu du texte, il n'y a pas d'obligation d'intervention, c'est une possibilité d'intervention. Voilà. Donc, en tout cas, c'est toujours un problème de preuve. Je trouve que c'était très juste ce que vous avez noté, Madame David, sur les preuves. C'est ça, c'est se constituer des preuves, parce que le procès en responsabilité civile, c'est une question de preuve. Donc, si vous arrivez à prouver que vous avez commis toutes les diligences possibles, voilà, je ne sais pas par quel moyen, mais pouvoir montrer que vous l'avez averti, que c'était dangereux, etc. Bon. D'accord. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation du même jour que l'affaire de la fuite de gaz qui valide la décision d'un mandataire judiciaire de refuser de débloquer des fonds pour l'acquisition d'un véhicule. Alors, voilà, parce que le majeur avait une acuité visuelle déficiente et donc le mandataire avait refusé d'acquérir ce véhicule et cette décision a été validée. Alors, ce que ça veut dire, à contrario, que s'il n'avait pas exercé cette faculté d'empêcher, s'il avait accepté, voilà, vous voulez une voiture, on débloque les fonds, vous l'achetez,
après accident, après victime, est-ce que là, le mandataire aurait engagé sa responsabilité du fait qu'il ne s'était pas opposé à l'acquisition de ce véhicule? La question est ouverte. En tout cas, il peut refuser. Ceci dit, le protecteur a davantage de moyens quand ça relève surtout le périmètre de la protection des biens, puisque déjà il y a une présomption entre guillemets d'incapacité, alors que sur la protection de la personne, où c'est l'inverse, c'est une présomption de capacité, c'est là où on a beaucoup moins de moyens d'action. Et sur l'histoire du véhicule, est-ce qu'on nous confronte? Est-ce que, évidemment, c'est plus simple de dire « je refuse de débloquer de l'argent pour acheter un véhicule » et c'est juridiquement plus stable pour le protecteur, plutôt que de dire « non, le majeur protégé n'exercera pas la liberté d'aller et venir avec un véhicule » où là, on va toucher à la sphère de la liberté personnelle. Et c'est ça aussi qui met le trouble dans le quotidien et dans nos pratiques, c'est qu'on est dans des zones qui ne sont pas aussi dichotomiques que ce que le législateur a posé en édictant les principes. Et au final, sur le déroulé d'une même situation, on va avoir une superposition d'analyse, puisqu'il va y avoir une confrontation de même situation. Oui, c'est ça nos difficultés. Ça questionne aussi très rapidement aussi l'éthique, la confiance dans la relation. Et c'est vrai que si on est amené à poser des actes tels signaler des faits délictueux et autres, la question de poursuivre la mesure de protection se pose. Moi, personnellement, je pense que dans ces cas-là, il serait tout à fait logique de demander un dessaisissement de la mesure. Voilà. Parce que c'est vrai que ça pose ces problèmes aussi de confiance et de relation avec la personne sous protection. Donc, comment continuer à partir du moment où on a posé un acte de cet ordre-là, bien qu'il soit nécessaire? Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on passe à la clôture par Madame Caron-Déglise? Pardon, mais juste sur cette question qui est fondamentale, qui est la question de la confiance. Je crois qu'il y a une vraie difficulté qui est ce que vous comprenez du mandat que vous confie le juge. Est-ce que le mandat, pour vous, vous donne une autonomie d'appréciation? On va poser la question comme ça. Ou est-ce qu'il vous donne une légitimité à intervenir parce que précisément, vous êtes dans une mission judiciaire qui après renvoie à qu'est-ce que c'est qu'un professionnel, quelle est sa responsabilité, quelle est sa responsabilité éthique, etc. Mais par rapport à votre question, Madame David, est-ce que signaler au juge une infraction à la loi, disons ça, une infraction à la loi, c'est rompre la confiance entre vous et la personne protégée? Je vous renverrai la question, parce que je ne suis pas sûre que ça soit sous l'ordre de la confiance. C'est de poser des limites à une personne à l'intérieur d'une mesure de protection qui vous a été confiée par le juge. Dans la mesure où on est en capacité de l'exprimer dans ces cas-là, et d'échanger sur ces points avec la personne protégée et lui dire. Voilà. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Tout dépend ensuite de dans quel contexte et de quelle manière. Le contour du mandat qui nous est confié, ça me semble aussi très important. Je pense qu'il y a aussi un effort, en tout cas à faire, pour ma part, dans ce qui est de l'ordre de qu'est-ce qu'on nous demande de faire lorsqu'on nous confie une mesure de protection. Est-ce qu'on se pose véritablement sur les limites? Est-ce qu'on essaie de les approcher, même si on sait qu'ensuite ça va être plus compliqué dans l'exercice de la mission au quotidien? Mais néanmoins, il y a quand même des limites qui sont posées en fonction des mesures qui nous sont confiées. C'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qui se fait de manière systématique dans les services. On a une personne, il faut l'accompagner, elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être protégée, et on y va. Hein, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu comme ça qu'on le vit dans nos services. Là, je crois que déjà, reposer un petit peu les limites de l'intervention, ça me paraîtrait fondamental de le faire. Ça fait partie, pour ma part, des temps forts où on peut se poser la question de qu'est-ce que je vais faire avec cette personne et comment je vais l'accompagner. Sans oublier aussi que le juge des tutelles, ce n'est pas le juge de la responsabilité. Et si il organise la relation avec le MJPM et dans l'intérêt du majeur protégé, en cas de difficulté, c'est un autre magistrat, c'est une autre juridiction qui a à connaître du problème et qu'on peut se retrouver avec des difficultés d'interprétation ou de ne pas être suivi. On a vu ce matin M. Bourcy prendre des positions de validation quand il y a l'intérêt du majeur ou la non-opposition dans son intérêt. Pour autant, sur une même situation validée par un juge des tutelles, il n'est pas pour autant indiqué qu'une chambre civile sur la responsabilité aurait une application beaucoup plus stricte, beaucoup plus isolée, beaucoup plus in abstracto, qui vient aussi après paralyser dans nos fonctionnements. Voilà. Il y avait alors une autre question, M. Poinceau, et après j'en aurai une dernière. Voilà. Très brièvement, juste une brève observation. En élargissant un petit peu le champ de votre débat, et je viens rejoindre les propos qui viennent d'être tenus, les majeurs protégés ne sont pas confiés aux soins d'un mandataire judiciaire parce qu'ils le souhaitent.
Les majeurs protégés, ils sont sous l'empire de l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire, au même titre dans le secteur médico-social que les enfants, adolescents ou jeunes majeurs qui font l'objet de mesures d'assistance éducative ou au titre de l'ordonnance de 45. Donc on est dans un cas où, bien évidemment, au plan professionnel, la confiance entre l'accompagnant et l'accompagné gagne à exister, mais elle n'est pas du tout un prérequis. Et juridiquement, ça veut dire que la relation n'a rien de contractuel. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il ne peut pas y avoir de contrat de séjour ou d'équivalent dans votre cas. Et je le dis pourquoi ? Parce que les notions qui ont été évoquées tout à l'heure au plan juridique, telles que la notion de devoir d'information ou l'obligation de conseil, et la notion d'obligation de sécurité, sont des institutions, des concepts du droit de la responsabilité contractuelle. Donc il y a manifestement un champ qu'ouvre la Cour de cassation avec cette décision de 2013, mais qui reste difficile à saisir aujourd'hui. Il faut de toute manière, à mon avis, partir du principe que ce champ va se construire de manière autonome par rapport aux outils habituels du droit de la responsabilité contractuelle. Voilà. Merci. Alors, une question aussi, ça a été évoqué ce matin avec l'avis qui est attendu de la Cour de cassation sur un majeur protégé qui serait estampillé, entre guillemets, dangereux. Est-ce qu'une main levée peut être prononcée ou est-ce que l'article 450 du Code civil qui précise qu'on ne peut pas refuser un acte, enfin, surtout s'il est urgent. Voilà, la question est, les services MJPM sont aussi employeurs, ils ont une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Quid entre cette première obligation de sécurité du salarié dont est débiteur l'employeur, ce même employeur qui par ailleurs est le MJPM et qui ne peut refuser une mesure, en tout cas dans l'établissement des actes urgents, sachant qu'il n'existe pas de liste des actes urgents. Donc dans cette espèce de conflit de notions, est-ce que selon les sachants qui sont autour de la table, il y a déjà eu un précédent et est-ce que il y a une primauté de l'un sur l'autre ou pas? Oui, la Cour de cassation a rendu son avis il y a peu, c'était en avril, le 13, hein, il me semble. Là-dessus, son avis n'est pas étonnant. Elle dit, non, on ne peut pas lever la procédure parce qu'on ne trouve pas de MJPM. Bon, je vois difficilement comment elle aurait pu dire autre chose. Je sais que l'association des juges des tutelles plaidait pour la main levée, hein, comme l'a fait M. Bourcy ce matin, mais ce qui est prévu par le Code, c'est la seule hypothèse de main levée quand le majeur est encore vivant, c'est pour un éloignement géographique. Alors après, c'est peut-être contestable, il faudrait peut-être changer les hypothèses. Pourquoi cette hypothèse plutôt qu'une autre ? Bon, mais en tout cas, c'est ce que dit la loi. Ce qu'il faut savoir, à ma connaissance, ce que j'ai pu lire en tout cas, c'est que le problème ne s'était pas posé tout à fait dans les mêmes circonstances avant la loi du 5 mars 2007, à savoir on avait des impossibilités de désigner des MJPM pour des problèmes de financement. Alors que là, effectivement, dans l'affaire que M. Véred a fait remonter à la Cour de cassation, c'était vraiment parce que le majeur était violent et qu'il y avait eu 4 associations et que la première était redésignée une 5e fois, parce qu'au bout d'un moment, on tourne toujours autour sur les mêmes. Donc voilà. Pour ces questions de financement, je sais que la Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 5 mars 1991, avait dit que lorsqu'il y avait une vacance de la tutelle, une association qui avait pourtant accepté d'être sur la liste pour les vacances de tutelle pouvait refuser d'exercer parce qu'elle n'avait pas les financements nécessaires. Donc ça, je pense que c'est important. C'est d'autant plus important que du coup, si vous voulez, on est obligé... parce qu'en quelque sorte, on est en train de dire que nous sommes tenus de poursuivre la mesure de protection et que, du même coup, ça veut dire que ce sont les services mandataires qui doivent s'organiser pour protéger, parce qu'effectivement, il y a quand même la protection dans le cadre du Code du travail des salariés, la responsabilité que nous avons en tant que représentant de l'employeur. Et ça équivaut à des situations où on a des agents de sécurité en interne. Je veux dire, ça équivaut quand même, ça amène sur le terrain à des problématiques, puisque le service de psychiatrie étant ce qu'il est, et dans certains secteurs encore plus que dans d'autres, on n'a même plus les relais médicaux suffisants dans ces situations-là. C'est un vrai problème. Je crois que c'est vraiment des problèmes aussi qui devront être discutés à un moment donné, en termes de responsabilité, parce que là, on est en plein dedans. Merci. Je voulais juste préciser que, sauf erreur de ma part, dans le Code civil actuellement, sauf si on est la famille, on ne peut pas demander à être déchargé de la mesure. Donc il faudra évidemment aussi arbitrer sur ce texte. Que par ailleurs, c'est toujours le danger de saisir la Cour de cassation sur une demande d'avis, parce que ce n'est qu'une demande d'avis.
Et bien évidemment, là, comme vous l'avez dit, la Cour de cassation ne pouvait pas répondre à autre chose, puisqu'on ne peut lever une mesure que si l'on est dans l'un des cas prévus par le Code civil, c'est-à-dire que la personne est décédée, la personne est partie à l'étranger et on n'est plus en mesure d'assurer le suivi de cette personne, ou autre hypothèse, elle ne remplit plus les conditions d'une mise sous protection, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'altération, ou plus de conséquences des altérations, ou plus de besoin. Donc en réalité, la pratique quand même des juges sur le terrain, y compris des cours d'appel, c'est de prendre en considération ce que vous dites, c'est-à-dire d'essayer de voir si on est toujours dans une situation où il y a des altérations des facultés personnelles, qui entraînent des conséquences et qui amènent un besoin de protection ou pas. Et parfois, sur le besoin de protection, on peut tout simplement dire, certes, il y a des altérations, mais ces altérations sont plutôt de l'ordre de la psychopathie, par exemple, et donc amèneraient un suivi psychiatrique et pas d'abord une mesure de protection civile. Et je suis persuadée que si c'était motivé comme ça, la Cour de cassation aurait beaucoup plus de difficultés à casser une décision comme celle-là. Donc, sur le terrain, que ce soit les juges du fond, que ce soit les juges d'appel, quand ils connaissent bien leurs mandataires, qu'ils ont lié avec eux des relations, alors là, pour le coup, de confiance, mais aussi d'exigence. C'est-à-dire qu'on discute ensemble sur ce qu'est un mandat judiciaire, ce que l'on peut attendre des mandataires, mais les juges doivent avoir conscience des difficultés que rencontrent les mandataires judiciaires pour ne pas les mettre, et vous l'avez très bien dit, dans une situation de danger, leurs salariés par la même occasion. Donc ça suppose évidemment qu'on fasse des audiences régulières, ce que je dois dire mes collègues et moi-même, on ne peut pas toujours faire parce que vous connaissez l'état des juridictions. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et avant d'arriver à une situation de crise et de violence, parfois un certain nombre de rendez-vous, y compris avec les mandataires dans le bureau du juge et éventuellement en présence du ministère public, ça peut suffire à calmer un certain nombre de comportements. Et quand ça ne suffit pas à calmer les comportements, eh bien on a une audience au cours de laquelle on prend une décision éventuellement de main levée, mais sur des arguments juridiques. Parce que c'est évident que sur un avis, malheureusement, on était sûr de la réponse de la Cour de cassation.